Gilbert George, Image d'utopie, c'est vraiment de montrer, si c'est possible, une forme de postérité de l'œuvre de Fernand Léger dans la création actuelle. Ce qu'on fait à travers des expositions d'art contemporain, puisque, comme vous le savez, si vous connaissez bien le musée, vous savez qu'on fait de l'art contemporain, on présente des artistes contemporains régulièrement. Donc la dernière exposition en date, c'était Stéphane Couturier, je ne sais pas si vous l'aviez vu, un grand photographe français qui a fait des œuvres du coup inspirées par Fernand Léger, à notre demande, inspirées par les disques dans la ville. Et là, donc, 2 ans après, on souhaite refaire une exposition avec des artistes vivants, mais en changeant complètement d'univers et en proposant un dialogue entre 2 œuvres majeures du XXe siècle, Les Constructeurs de Fernand Léger, donc créé en 1950, et un triptyque de Gilbert George qui s'appelle Class War Militant Gateway, créé en 1986. Et donc l'idée, c'est de faire vraiment dialoguer ces œuvres dans le but de créer des liens visuels, esthétiques, thématiques entre un artiste de l'art moderne et une création actuelle que nous, on voit vraiment comme héritière un petit peu de l'esprit de Fernand Léger, par son esprit un peu d'engagement social, son intérêt pour les villes, pour la modernité. Donc on a trouvé des filiations, même si cette filiation n'est pas évidente, puisque Gilbert George n'ont jamais regardé l'œuvre de Fernand Léger. Nous, on trouve qu'il y a une communauté d'esprit, une communauté de pensée, et que du coup, c'était intéressant de les faire se rencontrer. Et puis ça permet aussi de porter un nouveau regard sur Fernand Léger, de renouveler la façon dont on le perçoit, de l'inscrire dans un contexte et en même temps de l'ouvrir sur l'art actuel, mais aussi de donner un nouvel éclairage sur l'œuvre de Gilbert George, parce que Gilbert George, on les voit dans le monde entier, ils exposent partout, surtout dans les galeries, mais on a rarement un propos d'histoire de l'art sur ce qu'ils font aujourd'hui, parce que finalement 1986 c'est déjà une œuvre historique. Voilà. Donc du coup, le thème de l'utopie, on a choisi cette thématique parce qu'en fait, on a pensé que le thème de l'engagement social, politique et social de ces artistes-là, de Gilbert George et de Léger, finalement les faisait se rejoindre à partir d'un constat et d'une critique de la société, comment on envisage l'avenir, comment on reconstruit une société, comment on essaie d'aller sur des bases neuves, grâce à la jeunesse, grâce à une forme d'idéalisme aussi, mais voilà, à partir d'un constat qui est parfois un peu critique. Léger, lui, a peint les constructeurs dans un contexte de reconstruction, donc après la Seconde Guerre mondiale, après le nazisme, et on reconstruit les valeurs, on reconstruit la société. Et de la même façon, Gilbert George, dans les années 80, critique la société anglaise pour essayer d'envisager le futur. C'est un film très intéressant de 2009, documentaire, qui parle vraiment de la formation de Gilbert George jusqu'à 2009, puisque le film date de 2009, et donc on voit aussi que ce sont des hommes au départ qui viennent de la campagne. C'est assez émouvant d'ailleurs quand ils racontent comment eux-mêmes sont arrivés à l'art, et cette volonté justement de créer un art pour tous vient de là aussi. Ce sont alors Gilbert, c'est un immigré italien. Des Dolomites italiennes. D'ailleurs, quand il parle en anglais, il a un accent italien encore assez marqué. Et puis George, c'est un Anglais de la campagne, etc. Et donc ils arrivent à Londres et c'est un choc dans les années 60, bien évidemment, un choc culturel, un choc esthétique. Et donc toute leur vie, ils arpentent les villes comme un microcosme qu'ils observent, comme des gens de la campagne qui arrivent dans une grande ville. Et c'est exactement pareil chez Léger. Léger, c'est un Normand avec ce côté un peu robuste, cette carrure d'ouvrier, et qui arrive à Paris en 1900 et qui a un choc. Et donc la ville, c'est déjà un des premiers points communs entre Léger et Gilbert George, c'est cette fascination pour l'esthétique de la ville et l'esthétique industrielle également qu'on retrouve. Alors bien sûr, notre idée c'était de faire dialoguer cette œuvre, mais aussi, alors il y a l'aspect politique, vous connaissez par cœur, ça je ne vais peut-être pas vous développer, le Parti communiste, etc., etc. Les Constructeurs, qui est bien sûr un tableau majeur du musée, un tableau emblématique de l'histoire de l'art qui est tout à fait lié au contexte de la reconstruction, qui est donc, comme je vous le disais, le moment où Léger va exprimer son engagement politique à travers son adhésion au Parti communiste français en décembre 1945, en rentrant des États-Unis, sa période d'exil. C'est une œuvre qui, bien sûr, a été perçue comme un geste politique fort, un manifeste politique, mais qui a des significations multiples, puisque Léger exprime aussi de manière totalement utopique sa foi dans l'humanité, sa capacité à reconstruire la société sur des bases neuves après les horreurs de la guerre. Comme vous le savez, cette œuvre a été source de
de polémique à l'époque, puisque Léger ne s'inscrit pas complètement dans les préconisations du Parti communiste de l'époque, qui à la fin des années 40 commence à répandre le réalisme socialiste, et Léger souhaite, comme beaucoup d'artistes de cette époque, comme Picasso ou Paul Éluard, conserver sa totale liberté dans l'interprétation de la réalité sociale des ouvriers. En fait, son intérêt pour le monde du travail remonte aux années d'après la Première Guerre mondiale, puisque dès 1918-1919, Léger va faire notamment un portrait de mécanicien, donc il y a un intérêt pour le travail du peuple et pour les ouvriers, les artisans, qui remonte au début des années 20, à l'entre-deux-guerres, mais qu'il va exprimer ici dans une œuvre monumentale. Léger a l'impression de revenir au réalisme en introduisant ces personnages, ces ouvriers qui travaillent, dans cette architecture monumentale qui les écrase un petit peu, qui donne l'impression qu'ils sont perdus dans cet environnement hostile. Si on retire les personnages, en fait, on est face à une œuvre constructiviste russe et non pas du tout à une œuvre du réalisme socialiste, mais plutôt à une œuvre abstraite et qui donc fait référence à cette liberté totale de l'artiste par ce réseau de lignes géométriques et ces oppositions, ces contrastes qui sont les contrastes, la marque de fabrique de notre artiste, ces oppositions entre la grisaille, les couleurs primaires et ce réseau de lignes qui finalement fait que l'œuvre est quasiment abstraite. Bien évidemment, le titre « Class War » du triptyque renvoie bien sûr à cette lutte des classes marxistes que les artistes anglais réactivent et transposent surtout dans le contexte de la société britannique des années 80. Et donc je vous parlais tout à l'heure très rapidement, c'est un contexte que vous connaissez, le contexte de la reconstruction en France des années 50, de cet idéal de l'artiste constructeur, l'artiste qui construit aussi un art nouveau, populaire, accessible à tous. Ici finalement, Gilbert & George transpose cette question de la lutte des classes en Angleterre dans les années 80, qui est une période difficile puisque depuis l'accession au pouvoir de Margaret Thatcher en 79, on a une décennie qui s'ouvre, qui est très dure sur le plan social, avec des guerres, des réformes économiques radicales, un chômage en expansion, et puis de la violence, notamment des grèves violentes qui sont réprimées de manière assez forte, notamment à Londres, au début des années 80. Et donc Gilbert & George assiste à ce contexte social violent et aussi à toutes ces stigmatisations de la communauté homosexuelle que là, les artistes enjoignent finalement à se regrouper, à agir de manière collective pour acquérir leurs droits. Mais au-delà de la question homosexuelle et puis aussi de l'émergence du sida, qui est un sujet récurrent à cette époque-là dans l'œuvre de Gilbert & George, ils vont beaucoup, dès le début des années 80, parler du sida et aussi des personnes qu'ils ont côtoyées, des amis à eux qui sont morts à ce moment-là. Et donc c'est un sujet personnel mais qui devient un sujet politique, puisque Gilbert & George vont aussi présenter des œuvres à Londres dans des galeries pour récupérer des fonds et reverser ces fonds aux malades. Donc il y a tout un engagement politique aussi autour de cette cause qui est très important pour eux. Et donc en toile de fond dans cette œuvre, on voit la question de la communauté homosexuelle, du sida, etc. Mais ça prend une dimension beaucoup plus large et presque universelle, puisque finalement les artistes nous disent il faut vous unir, il faut que l'individu s'unisse, car grâce à l'action collective, on peut obtenir la liberté, on peut acquérir la liberté. Donc c'est un peu le message en fait que ces artistes nous font passer, et en nous disant également que l'art, cet art pour tous qu'ils prônent, qu'ils revendiquent, est une manière de faire évoluer les mentalités, de faire changer la société. Et c'est en cela que cette œuvre est une vraie fresque utopique. On critique la société dans laquelle on vit pour essayer d'envisager l'avenir de manière positive et optimiste. Petite question, là je n'en parlais pas, mais moi c'est une appréciation personnelle. On ne peut pas aussi estimer que c'est du post-punk ou du punk, parce que la période anti-Thatcher, elle est plutôt punk et pas 68 hard. Oui, complètement. Et on a des gens là qui font quelque chose qui est du collage, qui ressemble à du détournement. Il y a cette espèce de chose bizarre parce qu'ils sont en costume, mais comme un des groupes de l'époque, c'est Joy Division, ils sont en costard, ils sont en cravate. C'est ça, même encore l'héritage de toute la musique britannique de cette époque. Les Clash, c'est un peu avant, mais effectivement, il y a toute cette lutte contestataire sociale qui aussi passe par la musique. Ouais. Donc ça, effectivement, on aurait aimé, je vous le dis, on n'a pas pu le faire, mais j'aurais aimé mettre de la musique dans cet espace, parce qu'effectivement la contestation sociale et cette société très conservatrice de Janet Thatcher, elle est contestée aussi par la musique, effectivement, qui est très importante. Ouais.
D'ailleurs, Gilbert and George joue beaucoup avec les références musicales. Alors, en fait, dans ce triptyque, il y a énormément de références à beaucoup de choses. Il y a énormément de détails, de symboles qui peuvent être polysémiques. Par exemple, le motif du bâton, par exemple, est un motif qui est un symbole pour Gilbert and George et qui revêt plusieurs significations. Ça peut être le bâton du sceptre monarchique, incarnation du pouvoir royal, qui s'impose à l'individu. D'ailleurs, c'est pour ça que ces personnages sont représentés avec le sceptre comme des personnages monumentaux qui dominent la foule. Ça peut être aussi le bâton de pèlerin, bien évidemment, puisqu'ils font référence à un livre. Il y a beaucoup de références littéraires aussi. Ils font aussi référence à un livre qui date du XVIIe siècle de la littérature populaire anglaise. Et puis, ça peut être bien sûr l'arme, le bâton, la violence du combat. Donc, ça, c'est un objet qui a plusieurs sens. Une œuvre symbolique, comme on l'a aussi chez Fernand Léger, dans les constructeurs, vous voyez, il y a des références. Alors, le symbole le plus important des constructeurs, c'est les mains, qui sont à la fois l'outil de l'ouvrier, que Léger va peindre sans cesse, sans relâche, ou dessiner. Il est fasciné par les mains des ouvriers, mais c'est aussi la main pour Léger, la main de l'artiste. Et donc, c'est en cela que Léger se reconnaît dans ses ouvriers. Il se considère comme un peintre constructeur, un peintre ouvrier. D'autres symboles comme la nature qui, de manière discrète, même si je vous disais tout à l'heure que Gilbert and George sont des artistes urbains qui travaillent à Londres principalement, il y a aussi la présence de la nature qui là aussi est un symbole qu'on retrouve souvent chez Fernand Léger. Chez Fernand Léger, c'est plutôt un appel à une sorte d'apaisement dans les années 50 de la vie moderne, alors que chez Gilbert and George, la nature, elle est à la fois source de danger, hein, vous voyez, c'est toutes ces épines qui jonchent le chemin des manifestants, de la foule, et puis source de vie aussi, donc cet espoir politique, il s'incarne aussi dans ce symbole tout simple d'une feuille que les artistes ont ramassé dans le parc en bas de chez eux et qui devient le symbole de la vie et du renouvellement de la vie. Alors, sur le plan plastique aussi, ça c'est important que je vous en parle, il y a évidemment des liens très forts avec Fernand Léger. D'abord dans la façon de concevoir l'œuvre, ça c'est quelque chose que vous ne pouvez pas voir mais que je vous explique. Alors Gilbert and George travaille d'abord dans la photographie, donc ils ont fait toutes ces performances dans les années 60 qui sont restées très connues comme The Singing Sculpture qui était la première performance en 69 et qui a eu un succès international. Mais dès le début des années 70, ils vont mettre en place ces photomontages qui deviennent de plus en plus importants en format, de plus en plus monumentaux. Au départ, ils travaillent uniquement dans le noir et blanc et ils vont rajouter petit à petit des couleurs. Et donc, c'est à partir d'une esthétique du collage, en fait, ce que vous disiez tout à l'heure, une esthétique du collage, qu'ils vont obtenir ces grands éléments monumentaux qui vraiment envahissent le mur de manière monumentale. Et là, d'ailleurs, on est dans une installation qui est totalement immersive, puisque Gilbert and George, pour s'adresser à tous, l'art pour tous, c'est aussi immerger le spectateur dans l'art et c'est aussi lui parler directement, c'est-à-dire avec un vocabulaire plastique qui est percutant et qui fait passer des messages. Et donc, il y a ce côté collage qu'on a aussi chez Fernand Léger et surtout cet intérêt pour le détail et pour le fragment, puisque Gilbert and George, puisque j'ai eu la chance de visiter leur atelier, travaillent de manière assez méthodologique. Ils ont toute une méthodologie très précise, donc ils ramassent des objets que dans leur quartier, que ce soit des cailloux, des déchets, des feuilles. Ils commencent par faire des photographies et ensuite ils font là en l'occurrence des portraits. Ils assemblent tout ça de manière assez minutieuse pour en faire une composition vaste, monumentale, qui joue sur les contrastes. Et ça c'est aussi un point commun avec Léger, c'est que Léger a, comme on le sait ici au musée, a travaillé principalement sur la question des contrastes tout au long de sa carrière. Il a mis en place dès 1912 sa fameuse théorie des contrastes. Il pensait que le tableau était le résultat de l'opposition entre les formes, les lignes et les couleurs. Et c'est pour ça que dans les constructeurs, on a une palette très réduite de couleurs primaires qui s'opposent à des tons neutres, qui apportent du réalisme. Et ça fait une confrontation d'éléments qui est assez marquante visuellement, assez choquante pour frapper le spectateur. Ici aussi, on n'a que 3 couleurs, le bleu, le rouge, le vert. Chaque couleur chez Gilbert and George a une signification symbolique ou émotionnelle, contrairement à Léger qui voyait vraiment les couleurs comme des éléments plastiques. Eux, ils donnent à chaque fois à la couleur une signification. Donc d'ailleurs, il y a une citation à l'entrée de l'expo où vous voyez ça. Le rouge, au départ, ils veulent exprimer la colère. C'était l'époque de justement, contestataire dans les années 80. Donc le rouge est vraiment le symbole de la colère, mais ça va aussi devenir dans certaines œuvres le symbole de l'amour. Voilà, donc anarchiste conservateur aussi pour ça, parce que ce sont des artistes qui refusent l'autorité et qui refusent les tabous de la société. Et donc ils vont aborder aussi bien les questions de sexualité, de violence, de religion, sans jamais brider
leurs paroles et leur mode d'expression, mais tout en prenant des valeurs qu'ils considèrent comme conservatrices, l'amour, un certain ordre, etc. Donc c'est assez intéressant de voir des personnages comme ça qui arrivent à réconcilier des choses a priori inconciliables. Voilà. Donc les contrastes, le travail sur le fragment, la monumentalité, l'intérêt pour les arts décoratifs, puisque, comme vous le voyez, il y a des références, bien sûr, à la religion chrétienne aussi. Gilbert and George conteste beaucoup la religion chrétienne, ou du moins l'emprise de la religion sur les individus. Mais il y a aussi tout un tas de petits symboles, de petites références, ne serait-ce que les yeux qui font référence dans la peinture ancienne à l'œil de Dieu, qui domine l'action humaine, qui domine la destinée humaine. Il y a aussi des personnages qui adoptent des poses qui rappellent un peu les saints qu'on trouve dans les retables baroques notamment. Et puis il y a aussi ce savoir-faire qui rappelle le vitrail. On le dit souvent que c'est les œuvres de Gilbert and George par leur brillance, mais aussi par cette trame régulière qu'ils vont adopter dès le début des années 80, rappellent l'art ancestral et traditionnel du vitrail. Voilà. Donc avec toujours cette trame effectivement qui revient et qui devient finalement un motif de l'œuvre. Parce qu'au départ, cette trame avait pour objectif, un peu comme Léger avec sa céramique, vous verrez quand on s'en sortira, Léger au départ il travaille sur un module de céramique, puis petit à petit il additionne les modules pour obtenir un grand format. Et là c'est un peu pareil, ils ont commencé par des petits formats avec 6 modules, et puis petit à petit les œuvres deviennent de plus en plus grandes. Ça leur permet de monter des œuvres techniquement que ça soit plus simple à monter, mais dans certaines œuvres de format modeste, il y a toujours cette trame qui est devenue vraiment un motif intégré à la représentation. Les artistes considèrent que c'est un triptyque, donc là aussi référence à la peinture ancienne, mais ce sont aussi des œuvres individuelles. Si on veut bien les regarder individuellement, elles ont chacune leur propre signification. Donc là, on a vraiment le panneau principal qui représente vraiment cette révolution en marche, avec tous ces personnages qui marchent dans le même sens, et toujours cette union de l'individu, puisque ce sont vraiment des portraits de personnes que Gilbert and George ont rencontrées, qu'ils ont photographiées, chacun avec son expression qui interpelle le spectateur. En plus, là, on est quasiment à la hauteur des personnages. Et en même temps, cet individu, il oublie son intérêt individuel pour se rallier à une cause commune. Donc c'est ça qui est assez beau dans ce panneau, c'est cette espèce d'élan collectif qui les mène dans la même direction. Si on regarde le panneau latéral, Hamilton, ces personnages monumentaux sont en fait des personnages qui défendent la ville. D'ailleurs, Gilbert and George explique assez bien que la ville de Londres derrière est en pleine révolution elle aussi, au sens premier du terme, puisqu'ils ont monté toutes ces photos de ville en les inversant pour créer une impression de vertige et déstabiliser la perception du visiteur. Mais c'est une ville qui est véritablement en pleine révolution, qui est représentée là avec des gardiens qui empêchent en fait l'ennemi de pénétrer. Voilà. Et puis à droite, Gateway, là on a toujours la même foule de jeunes gens, mais là ils sont représentés de manière assez symbolique comme accablés par le poids des conventions que la société impose aux individus. Et donc on les voit qui essayent de résister à cette force négative qui les oppresse. Et puis bien sûr la représentation des personnages, des artistes eux-mêmes qui se mettent en scène dans toutes leurs œuvres, c'est une de leur représentation favorite, de se mettre en scène dans des situations plus ou moins burlesques. Là, au contraire, on les voit aussi de manière très sérieuse, avec un visage impassible, en gardien du temple en quelque sorte, et ils sont des guides pour ce peuple vers la connaissance, vers la liberté. Finalement, Gilbert and George et Léger avaient un peu cette même vision de l'artiste moderne, sauf que Fernand Léger ne se représentait jamais. Il y a très peu d'autoportraits de Fernand Léger, mais il considérait que l'artiste était une sorte de guide spirituel qui pouvait permettre à tout le monde, classe populaire notamment, d'accéder à l'art et d'accéder à la beauté. Et donc, il espérait beaucoup, justement, avec les innovations et les nouvelles lois du Front populaire, la création des congés payés, les progrès sociaux, il espérait beaucoup que toutes ces personnes qui n'ont pas accès à l'art puissent enfin y avoir accès grâce aux loisirs. C'est pour ça qu'il a beaucoup représenté les loisirs dans les années 50, parce que pour lui, c'était un moyen pour les gens d'accéder à la culture, d'accéder à la beauté et d'accéder à la peinture. Et c'est un petit peu la même chose avec Gilbert and George, sauf que eux se représentent vraiment en pieds monumentaux qui écrasent un petit peu cette foule, mais pour leur montrer le chemin en quelque sorte. Donc là, c'est vraiment le bâton du pèlerin. On revient à cette image du guide spirituel pour cette foule de jeunes gens.
On a l'impression que ce sont des multiples, puisqu'en effet, c'est de la photographie, des collages et des photomontages photographiques, mais en fait, ce sont des œuvres uniques. Uniques par les dimensions monumentales, par cette ampleur, des proportions, mais aussi uniques, parce qu'en fait, la technique de Gilbert & George est vraiment une invention des artistes, et on ne peut pas les reproduire, ces œuvres. Alors qu'au départ, ce sont des photos, donc a priori des multiples, mais elles sont faites en plusieurs étapes, assez complexes, avec plusieurs couches d'impression, des vernis, des glacis, pour renforcer ce côté brillant. Et en fait, on ne peut pas les reproduire. Donc c'est une technique qu'ils ont inventée spécifiquement pour leur œuvre, et voilà, qui donne ce caractère un petit peu précieux aussi à cette pièce.